Cette situation poussa le patriarche Cyril de Moscou à dénoncer. Des perquisitions sont menées partout, dans les diocèses, les monastères et les paroisses, sous des prétextes farfelus. Des poursuites pénales sont engagées contre le clergé et les croyants, qui sont également discrédités dans les médias. Les sanctuaires orthodoxes les plus importants pour notre peuple sont profanés. La Laure des grottes de Kiev, dont je parlais en introduction, subit une première perquisition début décembre 2018, puis une seconde le 22 novembre 2022, puis la saisie de tous ses biens et leur transfert à l'église autocéphale ukrainienne le 1er janvier 2023. Quelques jours plus tard, le 18 janvier 2023, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant permanent de la Russie déclare « En raison de la persécution de l'Église orthodoxe ukrainienne par Kiev, l'Ukraine s'est retrouvée au bord d'un conflit religieux d'une ampleur sans précédent. L'Ukraine n'est qu'à un pas d'une catastrophe religieuse interne fratricide. » Donc, que croyez-vous qu'il va se passer avec cette politique que les gouvernements européens soutiennent par leurs actions ou par leur silence? Que croyez-vous que feront ces Ukrainiens que l'on empêche de pratiquer leur foi, de parler leur langue ou de manifester des signes de la culture qui est la leur? Que feront des gens pieux qui n'ont pas de revendications politiques autres que de voter pour des partis qui prônaient jusqu'à l'an dernier la simple application des accords de Minsk, tout comme Zelensky l'a lui-même promis? Je n'ai pas la réponse à ces questions, mais il est clair que l'Ukraine est à la base le théâtre d'une guerre civile et non d'une guerre d'invasion. Cette guerre civile qui, par définition, oppose des membres d'une même famille, des voisins, des citoyens d'un même pays. Et j'ai l'intime conviction que la Russie n'arrêtera pas son offensive, car elle sait qu'elle jouit du soutien d'une large part de la population dans les zones qu'elle reprend. J'aimerais pour conclure revenir sur les sanctions que nous avons prises lorsque notre ministre, Bruno Le Maire, a déclaré une guerre économique totale à la Russie. Non pas toutes les sanctions, mais celles visant les sportifs, les musiciens, les écrivains, les artistes, ainsi que les religieux dont nous avons parlé ici. Il était communément admis jusqu'à présent que certains domaines devaient rester en dehors du champ de compétences des hommes politiques. Parfois parce qu'ils ne connaissent rien à ces domaines, mais surtout parce que ces domaines devaient être protégés à tout prix. Protégés parce qu'ils sont précisément les domaines où les hommes peuvent partager des valeurs et se comprendre, même s'ils ne sont pas du même pays ou de la même culture. Pire que toutes les autres sanctions, exclure les sportifs des compétitions, bannir l'apprentissage de certains auteurs, refuser d'interpréter des œuvres musicales de compositeurs du seul fait de leur nationalité, ou persécuter des hommes qui ne demandent qu'à vivre leur foi, est la pire des idioties dont un homme politique soit capable, parce que l'homme qui prend de telles sanctions oublie qu'il est là pour prévoir et préparer le futur de nos sociétés et détruit les seuls éléments à travers lesquels tous les hommes peuvent se comprendre et coexister. Je vous remercie. Alors, on va poser, si vous pouvez poser quelques questions à Jean-Michel. Moi, je voudrais poser la première. Combien il y a de pratiquants de religion orthodoxe en Ukraine par rapport à la population? Qu'est-ce que représente en... J'ai pas les chiffres. À peu près. Je sais pas, mais c'est... en fait, en Ukraine, il y a beaucoup, une grande majorité de la population qui se revendique d'une religion ou d'une autre. Et que ce soit à travers l'Église grecque catholique rattachée à Rome, qui est plus présente dans la partie proche de la Pologne, parce que c'est la Pologne qui a poussé à ces conversions. Oui, à attaquer les juridictions orthodoxes sur leur territoire. Donc elles sont plus présentes du côté de la Pologne. Du côté de Kiev, tout est un peu mélangé parce que Kiev est une ville cosmopolite. Dans les parties du Donbass et le nord de l'Ukraine, c'est clairement la partie, le patriarcat de Moscou qui est majoritaire. Et les deux autres églises, jusqu'à présent, ils existaient, mais ils n'avaient pas beaucoup de rayonnement parce que
les églises, les évêques à la tête de ces églises n'étaient reconnus par personne et donc ils étaient un peu marginalisés. Donc combien ça représente, je ne sais pas. Ok, Mais si vous avez des questions. Vous m'avez volé la première partie de ma question, donc je sais pas si c'est la deuxième. Les médias, enfin, vu des médias, on va dire officiels français et européens, on a quand même l'impression qu'il y a une guerre unie du peuple ukrainien face à une force militaire russe unie. On peut penser qu'il y a aussi des guerres fratricides religieuses internes qu'on ne voit pas, dont on a moins de perception. C'est le cas. Comment est-ce que vous voyez? Alors, la guerre à la base, et il y a des très bons géopoliticiens, même français, qui ont fait d'excellentes vidéos sur YouTube qu'on trouve. La guerre à la base, c'est une guerre civile. C'est-à-dire que les habitants du Donbass ont récupéré l'armement, ils ont récupéré la partie militaire de l'armée ukrainienne qui ne voulait pas aller combattre contre eux et ils ont organisé leur résistance autour de ça. En Crimée, il n'y a pas eu de guerre. C'est-à-dire que la Russie a repris la Crimée sans tirer le moindre coup de feu. Il y avait 22 000 soldats ukrainiens qui étaient stationnés en Crimée. La Russie leur a proposé à tous, soit vous intégrez l'armée russe, et vous l'intégrez au rang militaire qui est le vôtre, et vous aurez une solde qui sera la solde de l'armée russe, c'est-à-dire à l'époque c'était 4 fois le salaire ukrainien, soit vous repartez chez vous. Il y a eu à peu près 2000 soldats qui ont refusé cette proposition, les 20 000 autres ont accepté. Donc la Crimée a été reprise sans un seul coup de feu et le référendum qu'il y a eu était vraiment un référendum, c'est-à-dire que personne n'a été obligé d'aller voter sous la contrainte ou sous la force. Aujourd'hui, quand on voit, il y a d'innombrables vidéos qui circulent sur l'enrôlement de force dans l'armée ukrainienne. C'est-à-dire que les recruteurs vont à des offices funéraires. Ils remettent des convocations aux personnes, ils vont chez eux, ils vont dans les magasins, ils vont dans les bars, ils vont de partout, et des fois ils les enlèvent, ils leur remettent des convocations de force, des fois devant leurs enfants, devant et les gens majoritairement ne veulent pas aller à ce conflit, au moins aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de pertes civiles. Enfin, pas de pertes civiles, de pertes militaires. Donc les soldats qui vont au front, il y a énormément de morts. Van der Leyen annonçait au mois de décembre 100 000 morts parmi les soldats. Il y a un journal turc qui a publié la semaine dernière des chiffres des pertes de l'armée ukrainienne, où il disait que d'après les sources du Mossad, c'était 153 000 morts de soldats ukrainiens aujourd'hui, 240 000 blessés, et sans compter les pertes matérielles et 17 000 prisonniers. Donc, s'il n'y avait pas l'intervention de l'OTAN au niveau des instructeurs, du commandement et de l'armement, la guerre serait finie depuis très longtemps. Mais alors, on le sait. La guerre, c'est l'Amérique et l'OTAN. Posez des questions. Alors, pourquoi on continue parce que même si les populations ne sont pas d'accord, et aucune des populations n'est d'accord, c'est d'ailleurs pour ça que quand on a demandé à proposer à la Suède de rentrer dans l'OTAN, il devait y avoir un référendum, et le gouvernement a aussitôt annulé le référendum, parce que la population allait voter non. Donc les populations, même en Allemagne, il y a des mobilisations, alors que l'Allemagne est le pays qui tient le plus à cette guerre. Les enjeux sont ailleurs. Les enjeux, ils sont stratégiques, géopolitiques. Ils visent à fractionner la Russie. L'Ukraine, c'est que le début. Après, il y aura la Biélorussie, il y aura d'autres républiques. Le but, c'est de fractionner la Russie, comme l'OTAN a fractionné la Yougoslavie. Et comme ils projettent de fractionner la Turquie, c'est pour ça que la Turquie est extrêmement réticente à suivre tout ce que l'OTAN lui demande. Parce qu'il y a la volonté de fractionner tous les grands États pour qu'ils ne représentent plus une menace stratégique pour les États-Unis. Et la volonté des États-Unis de coloniser l'Europe aussi. Aussi, mais ça, on est déjà... Encore une ou deux questions.
poser des Oui, questions oui. précises, une ou deux questions. Émile. Oui. C'est à la grotte de Kiev, vous dites du nord. Oui. Alors, ça veut dire que c'est vraiment près de Kiev. C'est dans Kiev. Ah, c'est dans Kiev. En fait, au départ, c'était en banlieue, c'était un lieu, c'était minuscule, enfin c'était une petite ville, comme Lutèce, on va dire. Et avec le temps, la ville s'est étendue et elle a rattrapé cette Lore qui était un lieu où il y avait des grottes où les ermites se retiraient. Les premiers moines sont allés là-bas, les premiers moines russes. Oui. Ce qui explique alors l'utilisation du mot lore, qui m'a étonné, parce que la lore, d'habitude, ça fait référence à un désert. C'était surtout utilisé pour l'Égypte. Or là, si c'est en plein Kiev... Oui, mais on l'utilise aussi, par exemple, au Mont Athos, il y a, la Grande Lavra. La Grande Lavra, c'est la Grande Laure. Donc on l'utilise parfois pour des monastères. Mais c'est plus... Alors, pas tellement un monastère, mais un ensemble d'ermitages qui se sont constitués autour d'un certain lieu. Oui, qui étaient donc des lores à l'origine, Oui. mais qui ne le sont plus. C'est ça. Hein. Et aujourd'hui, la Lore des grottes de Kiev, c'est le centre de l'église. Alors, c'était du patriarcat de Moscou jusqu'à ce qu'il soit expulsé le 1er janvier. Mais c'est un lieu hautement symbolique. Si vous avez des questions sur la religion orthodoxe, des questions, Jean-Michel, l'origine, etc. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette division des églises, que vous nous avez fort bien décrite, est faite pour déstabiliser le peuple ukrainien au plus intime de lui-même, parce qu'il est un peuple beaucoup plus religieux que nos sociétés occidentales, et participe justement, facilite la destruction voulue par les Américains pour que l'Ukraine ne soit plus rien, puisse être possession de l'OTAN, et donc être le danger pour la Russie. La religion est clairement utilisée comme un moyen de pression et d'influence. Et le patriarche de Constantinople, j'ai décrit le rôle qu'il a eu, qui est un rôle déplorable, mais à sa décharge, il faut dire que les Turcs sont de plus en plus menaçants envers lui et envers la Grèce, et qu'il a besoin aussi de ménager l'OTAN pour se protéger d'une éventuelle attaque de la Grèce attaque turque contre la Grèce. Donc, il prend des décisions qui ne relèvent pas de sa compétence, mais qui s'inscrivent dans un cadre géostratégique où il doit assurer la protection aussi des populations grecques. Donc c'est des enjeux souvent à plusieurs facettes. Les Russes ont bien envahi la moitié de Chypre. Alors c'est pas les Russes, c'est les Turcs. Oui. Oui, ils ont envahi la moitié et la Turquie, Chypre qui est dans l'OTAN, n'est pas protégée par l'OTAN. Une dernière question, et après on passera là. Oui, alors, deux, vite fait. Les orthodoxes pro-russes, je vais le dire comme ça, ça vous choque peut-être, sont répartis de manière égale sur tout le pays. Vous avez dit plus côté Donbass, etc. ou... Alors, clairement, toutes les villes qu'on a annoncées où l'armée russe a commencé son offensive, c'est-à-dire Odessa, Zaporojié, Kharkov, Donetsk, Lugansk, Kiev, c'est des villes... Alors, Kiev, non, c'est cosmopolite, mais ces villes-là sont très... Poltava, Dniepopetrovsk, c'est des villes où le clergé qui dépendait du patriarcat de Moscou est clairement majoritaire. Et du coup, est-ce que vous faites du lien entre l'OTAN et le Vatican par rapport à la religion orthodoxe? Qu'est-ce que vous... Alors paradoxalement, et c'est ce qui m'a surpris en préparant cette intervention, le Vatican a un rôle très mesuré, parce qu'il n'a jamais attaqué le président Poutine. Et quand il y a eu des propos qui ont été mal interprétés ou qui ont été montés en épingle de ce qu'il avait dit, il est tout de suite revenu en arrière pour nuancer ce qu'il avait dit et pour que ça ne pas participer à l'escalade du conflit. Et quand il a reçu la délégation russe du patriarche Cyril,
qui est allé au Vatican. C'était la première fois dans l'histoire qu'il les recevait. Ça s'est très très bien passé et il a eu des propos qui étaient vraiment pleins de sagesse. Voilà, on va remercier Jean-Michel pour son intervention. Personnellement, je